L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un homme humilie une femme âgée parce qu'elle est noire pendant le vol, mais il ne réalise pas qui est assis à côté d'elle lui. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil de Barcelone commençait à décliner lorsque le vol FR015 de Ryanair s'apprêtait à décoller pour Londres-Stansted. L'air était lourd dans la cabine, chargé de l'excitation des vacanciers et de la fatigue des voyageurs d'affaires. Parmi eux, Madame Élise Durand, une dame âgée de 77 ans, s'installait lentement dans son siège, ses mains noueuses par l'arthrite luttant avec la ceinture de sécurité. À côté d'elle, un homme d'une cinquantaine d'années, Baptiste Lefort, tapait impatiemment du pied. Ses yeux lançaient des éclairs d'irritation à chaque mouvement laborieux de sa voisine. « Dépêchez-vous, bon sang » siffla-t-il entre ses dents. « On n'a pas toute la journée. » Élise leva les yeux, surprise par la soudaine hostilité. « Je fais de mon mieux, monsieur, » répondit-elle doucement, sa voix tremblante trahissant son malaise. Mais la patience de Baptiste était à bout. Il se leva brusquement, dominant Élise de toute sa hauteur. « Écoutez-moi bien, espèce de vieille peau, » cracha-t-il, son visage déformé par la colère. « Je ne vais pas rater mon vol à cause d'une incapable comme vous. » Le silence tomba soudainement dans la cabine. Tous les yeux étaient rivés sur la scène qui se déroulait. Élise, tremblante, essayait de se faire plus petite dans son siège. « Monsieur, s'il vous plaît » intervint une hôtesse de l'air, Amélie Verlaine, qui s'était précipitée vers eux. « Calmez-vous, nous allons régler ce problème. » Mais Baptiste était lancé. Il pointa un doigt accusateur vers Élise. « Cette négresse n'a rien à faire ici. Je veux qu'elle dégage de mon siège. » Un hoquet collectif parcourut la cabine. Amélie pâlit visiblement, cherchant désespérément une solution pour désamorcer la situation. C'est alors qu'une voix forte retentit depuis quelques rangées derrière. « Maman !» Une jeune femme, Chloé Durand, se frayait un chemin à travers l'allée étroite. Ses yeux brillaient de colère et de détermination. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, se plaçant protectivement devant sa mère. Baptiste ricana. « Ce qui se passe ? Votre mère est trop vieille et trop lente pour voyager. Elle devrait rester chez elle au lieu d'embêter les honnêtes gens. » Chloé serra les poings, luttant pour garder son calme. « Ma mère a autant le droit d'être ici que vous. Elle a payé son billet comme tout le monde. » La tension était palpable. Les autres passagers commençaient à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Soudain, un homme se leva de son siège. Grand et imposant, il s'approcha du groupe. « Monsieur, » dit-il d'une voix calme mais ferme, s'adressant à Baptiste. « Je m'appelle Lucas Beaumont. Je suis avocat spécialisé dans les droits civiques. Ce que vous faites en ce moment est non seulement moralement répréhensible, mais aussi illégal. » Baptiste hésita un instant, déstabilisé par cette intervention inattendue. Mais sa colère reprit vite le dessus. « Je m'en fiche de qui vous êtes. Je veux cette femme hors de mon chemin. » Le capitaine de l'avion, alerté par le tumulte, émergea du cockpit. Antoine Rivaud, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, balaya la scène du regard. « Que se passe-t-il ici ?» Amélie s'empressa d'expliquer la situation, tandis que les passagers alentour ajoutaient leurs propres commentaires indignés. Le capitaine Rivaud écouta attentivement, son front se plissant de plus en plus. Finalement, il se tourna vers Baptiste. « Monsieur, votre comportement est inacceptable. Je vous donne deux options, soit vous vous calmez immédiatement et vous excusez auprès de Madame Durand, soit nous serons contraints de vous débarquer. » Un silence de plomb tomba sur la cabine. Tous les yeux étaient rivés sur Baptiste, attendant sa réaction. L'homme sembla se dégonfler légèrement, réalisant soudain la gravité de la situation. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, un cri retentit à l'arrière de l'avion. « Il a une arme !» Le chaos éclata instantanément. Des passagers se levèrent en panique, d'autres se jetèrent au sol. Le capitaine Rivaud cria des ordres à son équipage, tandis qu'Amélie tentait désespérément de protéger Élise et Chloé. Dans la confusion, personne ne remarqua Baptiste qui se glissait discrètement vers la sortie de secours, un petit objet brillant dans sa main. Le vol FR015 venait de prendre un tournant dramatique que personne n'aurait pu prévoir.
Et ce n'était que le début d'une nuit qui allait marquer à jamais la vie de tous les passagers à bord. Le chaos régnait dans la cabine de l'avion. Les cris de panique se mêlaient aux ordres hurlés par l'équipage. Au milieu de cette tourmente, Chloé Durand restait fermement plantée devant sa mère, Élise, déterminée à la protéger coûte que coûte. « Maman, ne bouge pas » chuchota Chloé, ses yeux scrutant frénétiquement la cabine à la recherche de la menace. Elle pouvait sentir le tremblement de sa mère derrière elle, et cela ne faisait que renforcer sa détermination. Soudain, un mouvement attira son attention. Baptiste Lefort, l'homme qui les avait harcelés quelques instants plus tôt, se faufilait vers la sortie de secours. Dans sa main, Chloé aperçut un éclat métallique. « Arrêtez-le » cria-t-elle, pointant du doigt Baptiste. « Il a une arme. » Le temps sembla se figer. Tous les regards se tournèrent vers Baptiste, qui s'immobilisa, pris au piège comme un animal acculé. Puis, en un éclair, il bondit vers la porte de sortie. « Personne ne bouge » hurla-t-il, brandissant ce qui semblait être un pistolet. « Le premier qui fait un geste, je le descends. » Le capitaine Rivaud, qui s'était précipité hors du cockpit, leva lentement les mains. « Monsieur Lefort, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, réfléchissez à ce que vous faites. Il n'est pas trop tard pour arrêter cette folie. » Baptiste ricana. « Folie ? La vraie folie, c'est de laisser ces gens envahir notre pays. Je fais ça pour la France. » Chloé sentit une vague de colère monter en elle. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant. « Pour la France » cracha-t-elle. « Ma mère a travaillé toute sa vie pour ce pays. Elle a payé ses impôts, élevé ses enfants pour qu'ils soient de bons citoyens. Et vous osez dire que vous faites ça pour la France ?» Baptiste tourna son arme vers Chloé. « Tais-toi, petite garce. Tu ne sais rien. » Mais Chloé ne recula pas. Au contraire, elle fit un autre pas en avant, ignorant les supplications murmurées de sa mère. « Je sais que vous êtes un lâche, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Un lâche qui s'en prend à une vieille dame parce qu'il a peur. Peur de quoi? De la différence? Du changement? » Un murmure d'approbation parcourut la cabine. D'autres passagers commencèrent à se lever, formant lentement un cercle autour de Baptiste. L'homme paniqua visiblement, agitant son arme d'un côté à l'autre. « Reculez. Je vous préviens, je vais tirer. » C'est alors que Lucas Beaumont, l'avocat qui était intervenu plus tôt, s'avança. « Monsieur Lefort, dit-il calmement, regardez autour de vous. Vous êtes seul. Mais il n'est pas trop tard pour faire le bon choix. » Baptiste hésita, son regard sautant d'un visage à l'autre. Pour la première fois, une lueur de doute apparut dans ses yeux. Chloé saisit cette opportunité. « Monsieur, dit-elle doucement, ma mère m'a toujours appris que la vraie force, c'est de savoir pardonner. Si vous posez cette arme maintenant, je vous promets que nous essaierons de comprendre. Nous écouterons vos peurs, vos inquiétudes. » Un silence pesant tomba sur la cabine. Tous retenaient leur souffle, attendant la réaction de Baptiste. L'homme semblait livrer un combat intérieur, son arme tremblant dans sa main. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Baptiste baissa lentement son bras. « Je suis désolé, murmura-t-il, des larmes commençant à couler sur ses joues. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Un soupir collectif de soulagement parcourut l'avion. Le capitaine Rivaud s'avança prudemment et prit l'arme des mains de Baptiste. C'est alors qu'ils réalisèrent tous que ce n'était qu'un briquet en forme de pistolet. Chloé sentit ses jambes se dérober sous elle. La tension accumulée la quitta d'un coup, et elle s'effondra dans les bras de sa mère. « Oh, Chloé » sanglota Élise, serrant sa fille contre elle. « Tu as été si courageuse. Ton père serait si fier de toi. » Les autres passagers commencèrent à applaudir, certains avec des larmes aux yeux. Lucas Beaumont s'approcha de Chloé et lui serra la main. « Mademoiselle, dit-il avec respect, vous venez de nous donner une leçon de courage et d'humanité que nous n'oublierons jamais. » Le capitaine Rivaud, après avoir confié Baptiste à 2 membres de l'équipage, se tourna vers les passagers. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, en raison des événements, nous allons devoir retarder notre départ. La police va venir prendre Monsieur Lefort en charge. Je vous prie de regagner vos sièges et de rester calme. » Alors que le calme revenait progressivement dans la cabine, Chloé resta assise à côté de sa mère, tenant sa main. Elle savait que cette expérience les avait marquées à jamais, mais elle sentait aussi qu'elles en ressortaient plus fortes. « Maman, dit-elle doucement,
je suis désolé que tu aies dû vivre ça. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour te protéger. Elise sourit à travers ses larmes. Ma chérie, répondit-elle, c'est moi qui devrais te protéger. Mais aujourd'hui, tu m'as montré que tu n'as plus besoin de protection. Tu es devenue une femme forte et courageuse. Alors que l'avion se préparait finalement à décoller, Chloé regarda par le hublot. Le soleil se couchait sur Barcelone, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle savait une chose, tant qu'elles seraient ensemble, sa mère et elle pourraient affronter n'importe quelle tempête. Le vol FR015 était finalement en route vers Londres Stansted, mais l'atmosphère à bord était loin d'être sereine. L'incident avec Baptiste Lefort avait laissé tout le monde sur les nerfs, et l'équipage savait que la moindre étincelle pourrait raviver les tensions. Amélie Verlaine, l'hôtesse de l'air qui avait été la première à intervenir lors de l'altercation initiale, se tenait dans la cuisine de l'avion, les mains tremblantes alors qu'elle préparait les chariots de service. « Ça va, Amélie ?» demanda son collègue, Marc Dupont, en posant une main réconfortante sur son épaule. Amélie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû faire plus, Marc. J'aurais dû réagir plus vite, être plus ferme avec ce Lefort. » Marc la coupa doucement. « Tu as fait ce que tu as pu dans une situation impossible. Ne te blâme pas. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du chef de cabine, Philippe Lacroix, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années d'expérience. « Écoutez-moi bien, tous les deux, dit-il d'une voix grave. Ce vol est loin d'être terminé, et nous devons rester vigilants. Le capitaine Rivaud m'a demandé de briefer l'équipage. Nous allons mettre en place un protocole spécial pour le reste du vol. » Pendant ce temps, dans le cockpit, le capitaine Antoine Rivaud et son copilote, Sylvie Moreau, discutaient de la situation. « Antoine, dit Sylvie, tu crois vraiment qu'on a bien fait de continuer le vol? Peut-être qu'on aurait dû rester à Barcelone et laisser les autorités s'en occuper. » Rivaud soupira profondément. « Sylvie, si on avait fait ça, on aurait laissé la peur gagner. Ces passagers ont besoin de sentir qu'ils peuvent reprendre le contrôle, qu'ils peuvent surmonter ça. » De retour dans la cabine, Philippe rassembla discrètement l'équipage pour leur donner ses instructions. « Voilà le plan, commença-t-il. Amélie, tu vas t'occuper personnellement de Madame Durand et de sa fille. Assure-toi qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Marc, tu garderas un œil sur les passagers qui étaient les plus agités pendant l'incident. Au moindre signe de trouble, tu m'alertes immédiatement. » Il se tourna ensuite vers les autres membres de l'équipage. « Quant aux autres, vous allez faire des rondes régulières dans la cabine. Soyez attentifs, mais discrets. Nous ne voulons pas alarmer les passagers. » Alors que l'équipage se dispersait pour mettre en œuvre le plan, Amélie s'approcha timidement d'Élise et Chloé Durand. « Excusez-moi, mesdames, dit-elle doucement. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? » Chloé leva les yeux vers elle, un faible sourire aux lèvres. « Merci, c'est gentil. Ma mère aurait peut-être besoin d'un oreiller supplémentaire pour son dos. » Amélie s'empressa d'aller chercher l'oreiller, heureuse de pouvoir enfin faire quelque chose de concret pour aider. Quand elle revint, elle trouva Élise en pleine conversation avec Lucas Beaumont, l'avocat qui était intervenu plus tôt. « Et c'est pour ça que je pense qu'il faut porter plainte, disait Lucas. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable, et il faut que justice soit faite. » Élise semblait hésitante. « Je ne sais pas. Je ne veux pas causer plus de problèmes. » C'est alors qu'Amélie, dans un élan de courage, décida d'intervenir. « Madame Durand, dit-elle, si je peux me permettre. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui n'aurait jamais dû se produire. En tant que membre de l'équipage, je me sens responsable de ne pas avoir pu l'empêcher. Mais vous avez le pouvoir de faire en sorte que ça n'arrive plus à personne d'autre. » Chloé regarda Amélie avec surprise et gratitude. « Vous avez raison, dit-elle. Maman, on doit le faire. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui pourraient subir la même chose. » Élise réfléchit un moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, dit-elle finalement. On va le faire. » Pendant ce temps, Marc faisait sa ronde dans la cabine quand il remarqua un groupe de passagers qui parlaient avec animation. Il s'approcha discrètement pour écouter. « C'est quand même incroyable qu'on laisse des gens comme ça prendre l'avion, disait l'un d'eux. On ne se sent plus en sécurité nulle part. » Marc sentit son cœur s'accélérer.
Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher que la situation ne dégénère à nouveau. Il s'approcha du groupe avec un sourire aimable. « Messieurs, puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» demanda-t-il, tout en observant attentivement leur réaction. Les hommes se turent brusquement, surpris par son arrivée. Marc en profita pour continuer. « Vous savez, je comprends que vous soyez secoués par ce qui s'est passé. Nous le sommes tous. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se serrer les coudes, pas creuser des fossés entre nous. » Ces paroles semblèrent avoir un effet apaisant sur le groupe. L'un des hommes soupira profondément. « Vous avez raison. C'est juste que, on ne s'attend pas à vivre ce genre de choses quand on part en vacances. » Marc hocha la tête avec compréhension. « Je sais. Mais regardez autour de vous. Voyez comme les gens se sont unis face à l'adversité. C'est ça qu'il faut retenir de cette journée. » Alors que le vol continuait son chemin vers Londres, l'équipage travaillait sans relâche pour maintenir le calme et réconforter les passagers. Philippe Lacroix observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait que ce vol resterait gravé dans leur mémoire à tous, pour le meilleur et pour le pire. Dans le cockpit, le capitaine Rivaud reçut un message de la tour de contrôle de Londres Stansted. Vol FR 015, nous avons été informés de l'incident à bord. Des unités spéciales vous attendront à l'atterrissage. Confirmez que tout est sous contrôle. Rivaud échangea un regard avec Sylvie avant de répondre. Tour de contrôle, ici le vol FR 015. Situation sous contrôle. Mais nous aurons besoin d'une assistance psychologique pour les passagers à l'arrivée. Alors que l'avion commençait sa descente vers Londres, Amélie passa une dernière fois voir Élise et Chloé. « Nous allons bientôt atterrir, dit-elle doucement. Je voulais vous dire, vous êtes des femmes extraordinaires. Vous m'avez appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Élise prit la main d'Amélie dans la sienne. « Ma chère, c'est vous qui êtes extraordinaire. Votre gentillesse a été comme un baume sur nos blessures aujourd'hui. » Alors que l'avion touchait le sol de Londres Stansted, tous à bord savaient que ce vol avait changé leur vie à jamais. Mais grâce à l'intervention courageuse et professionnelle de l'équipage, ils avaient aussi appris une précieuse leçon sur l'humanité, la compassion et la force qui naît de l'adversité. L'avion venait d'atterrir à l'aéroport de Londres Stansted, mais personne ne bougeait. L'annonce du capitaine Rivaud résonnait encore dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester assis. Les autorités vont monter à bord pour prendre en charge Monsieur Lefort et recueillir vos témoignages. » Un murmure d'appréhension parcourut les rangs. Gabriel Mercier, un homme d'affaires assis au milieu de l'avion, se pencha vers sa voisine, une jeune étudiante nommée Léa Fournier. « C'est du jamais vu, chuchota-t-il. J'ai pris l'avion des centaines de fois, mais je n'ai jamais vécu une telle situation. » Léa hocha la tête, les yeux encore écarquillés par le choc. « J'ai cru que j'allais mourir, murmura-t-elle. Quand cet homme a sorti son arme, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. » De l'autre côté de l'allée, un couple de retraités, Maurice et Colette Dupuis, se tenaient la main, leurs doigts entrelacés si fermement que leurs jointures étaient blanches. « Tu sais, Colette, dit Maurice d'une voix tremblante, quand j'ai vu cette jeune femme, Chloé, se dresser contre ce fou, ça m'a rappelé notre fille. Elle aurait fait la même chose. » Colette essuya une larme. « Notre Amélie nous aurait rendus fiers, tout comme cette Chloé a rendu sa mère fière aujourd'hui. » Quelques rangées plus loin, un groupe de jeunes amis qui revenaient d'un week-end à Barcelone discutait avec animation. « On ne peut pas laisser passer ça, déclara fermement Sophie Leblanc, une jeune avocate. On doit tous témoigner, faire en sorte que ce type soit puni. » Son ami, Thomas Renard, semblait plus hésitant. « Je ne sais pas, sauf. Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Tu as vu comment il parlait de protéger la France? Il y a sûrement d'autres gens qui pensent comme lui. » Justement, s'exclama leur ami Nadia Ben Ali. C'est pour ça qu'on doit agir. Si on se tait, on laisse ces idées se propager. Moi, en tant que Française d'origine algérienne, je ne peux pas rester les bras croisés. Pendant ce temps, à l'avant de l'avion, Lucas Beaumont, l'avocat qui était intervenu plus tôt, s'entretenait avec plusieurs passagers. « Écoutez, disait-il, je sais que vous êtes tous secoués. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est grave. C'est une agression raciste, une prise d'otage. Nous avons le devoir de témoigner. » Une femme d'une quarantaine d'années, Marie Leclerc, leva timidement la main. « Mais, et si on avait peur des représailles? Cet homme, Lefort, il pourrait avoir des complices. » Lucas la rassura d'un sourire.
Je comprends votre inquiétude, madame. Mais la justice a les moyens de vous protéger. Et pensez à madame Durand et sa fille. Elles ont besoin de notre soutien. À ce moment-là, les portes de l'avion s'ouvrirent et plusieurs policiers en uniforme montèrent à bord. Le silence tomba immédiatement dans la cabine. L'un des officiers, une femme à l'air sévère, prit la parole. « Je suis l'inspecteur Sarah Mitchell. Nous allons procéder à l'arrestation de Monsieur Lefort. Ensuite, nous prendrons vos dépositions. Je vous remercie de votre coopération. » Alors que les policiers se dirigeaient vers Baptiste Lefort, celui-ci se leva brusquement, provoquant un mouvement de panique parmi les passagers. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il. « Je ne suis pas le méchant de l'histoire. Je voulais juste protéger notre pays. » C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de l'avion. C'était un homme d'une soixantaine d'années, Pierre Dumont, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de l'incident. « Monsieur Lefort, dit-il d'une voix calme mais ferme, j'ai combattu pour ce pays. J'ai vu des hommes mourir pour défendre nos valeurs. Et je peux vous dire une chose, ce que vous avez fait aujourd'hui n'a rien à voir avec la protection de la France. La France que j'ai défendue est un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour tous. » Un silence pesant suivit ces paroles. Même Baptiste Lefort semblait sans voix. Encouragée par cette intervention, Élise Durand se leva lentement, soutenue par sa fille Chloé. « Monsieur Lefort, dit-elle doucement, je ne vous déteste pas. Je vous plains. Vous vivez dans la peur, alors que vous pourriez vivre dans l'amour. Regardez autour de vous. Voyez comme ces gens, de toutes origines, se sont unis face à l'adversité. C'est ça, la vraie France. » Les passagers commencèrent à applaudir, d'abord timidement, puis avec de plus en plus de force. Baptiste Lefort, les épaules affaissées, se laissa emmener sans résistance par les policiers. Alors que les agents commençaient à prendre les dépositions, une atmosphère étrange régnait dans l'avion. Il y avait de la peur, bien sûr, mais aussi un sentiment de solidarité, de force collective. Gabriel Mercier se tourna à nouveau vers Léa Fournier. « Tu sais quoi ? Je crois que cette expérience m'a changé. Je ne verrai plus jamais les choses de la même façon. » Léa hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Moi non plus. Et tu sais quoi ? Je crois que c'est une bonne chose. » Alors que les passagers commençaient enfin à descendre de l'avion, chacun emportait avec lui non seulement le souvenir d'un vol traumatisant, mais aussi celui d'un moment de vérité, d'humanité partagée. Ils avaient été témoins du pire de l'humanité, mais aussi de son meilleur. Et pour beaucoup d'entre eux, cette expérience allait changer leur vie à jamais. L'aéroport de Londres Stansted était en effervescence. Des journalistes se massaient devant les portes de débarquement, leurs caméras prêtes à capturer les premières images des passagers du vol FR015. À l'intérieur, dans une salle de conférence improvisée, le capitaine Antoine Riveau faisait face à une assemblée de responsables de Ryanair, de la police britannique et de l'autorité de l'aviation civile. « Capitaine Riveau, » commença Richard Hartley, le directeur des opérations de Ryanair, « pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez pris la décision de poursuivre le vol après l'incident avec Monsieur Lefort ?» Riveau prit une profonde inspiration. Il savait que sa décision serait scrutée, analysée, peut-être même critiquée. « Monsieur le directeur, répondit-il, ma priorité était la sécurité des passagers. Après avoir maîtrisé la situation, j'ai estimé que le retour à une certaine normalité était crucial pour éviter toute panique supplémentaire. » L'inspecteur Sarah Mitchell intervint, mais n'aurait-il pas été plus prudent de faire atterrir l'avion à Barcelone et de laisser les autorités espagnoles gérer la situation? Avant que Riveau ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Philippe Lacroix, le chef de cabine, qui entra, essoufflé. « Pardonnez-moi l'interruption, dit-il, mais je pense que vous devriez entendre ça. » Il fit signe à quelqu'un d'entrer. À la surprise générale, Élise Durand, soutenue par sa fille Chloé, pénétra dans la salle. Derrière elle, Lucas Beaumont, l'avocat, fermait la marche. « Madame Durand, dit Riveau, visiblement ému, vous ne devriez pas être ici. Vous avez besoin de repos après ce que vous avez vécu. » Élise secoua doucement la tête. « Non, capitaine. Je dois être ici. Je dois vous dire quelque chose. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards étaient rivés sur cette femme âgée qui, quelques heures plus tôt, avait été la cible d'une agression raciste. « Capitaine Riveau, commença Élise d'une voix tremblante mais déterminée, je voulais vous remercier.
votre décision de poursuivre le vol, elle nous a donné une chance. Une chance de nous relever, de nous unir face à l'adversité. Chloé prit le relais, si nous étions restés à Barcelone, l'incident se serait terminé dans la peur et la colère. Mais pendant ce vol, nous avons vu le meilleur de l'humanité. Des passagers de toutes origines se sont unis pour nous soutenir, ma mère et moi. Lucas Beaumont s'avança à son tour. En tant qu'avocat spécialisé dans les droits civiques, je peux vous affirmer que ce qui s'est passé à bord de cet avion après l'incident est exceptionnel. Les passagers ont eu le temps de réfléchir, de discuter, de se remettre en question. C'était une véritable leçon de vivre ensemble. Richard Hartley semblait perplexe. Mais le risque? Si Monsieur Lefort avait eu une vraie arme. C'est alors que Philippe Lacroix prit la parole. Monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes formés pour gérer ce genre de situation. Le capitaine Rivaud a pris une décision basée sur son expérience et son jugement. Et je peux vous affirmer que cette décision a permis d'éviter une catastrophe bien plus grande. L'inspecteur Mitchell fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Lacroix expliqua, si nous avions atterri à Barcelone, Monsieur Lefort aurait été immédiatement arrêté. Mais les sentiments de peur et de méfiance qu'il avait semés auraient persisté. En poursuivant le vol, nous avons donné aux passagers l'opportunité de surmonter cette peur, de se parler, de se comprendre. Un murmure parcourut l'assemblée. La perspective changeait. Ce qui semblait être une décision risquée apparaissait maintenant sous un nouveau jour. Élise reprit la parole, vous savez, quand cet homme m'a agressé, j'ai eu peur. Pas seulement pour moi, mais pour l'avenir. Je me suis demandé dans quel monde nous vivions. Mais pendant ce vol, j'ai vu des gens de toutes origines, de toutes religions, s'unir pour me défendre, moi, une vieille dame noire. Ça m'a redonné espoir. Chloé ajouta, les larmes aux yeux, ma mère a raison. Ce vol a été une expérience transformatrice pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes entrés dans cet avion comme des étrangers méfiants les uns envers les autres. Nous en sommes sortis comme une communauté unie. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Même les plus sceptiques semblaient ébranlés par ces témoignages. Finalement, Richard Hartley prit la parole, Capitaine Rivaud, je dois admettre que j'avais des doutes sur votre décision. Mais après avoir entendu ces témoignages, je pense que vous avez fait le bon choix. Vous avez transformé une situation potentiellement désastreuse en une opportunité d'apprentissage et de croissance pour tous. L'inspecteur Mitchell hocha la tête en signe d'accord. Je suis d'accord. Bien que non conventionnelle, votre décision semble avoir eu des résultats positifs inattendus. Antoine Rivaud, visiblement ému, regarda tour à tour Élise, Chloé, Philippe et Lucas. Merci, dit-il simplement. Merci de m'avoir soutenu, et merci d'avoir montré le meilleur de l'humanité dans les pires circonstances. Alors que la réunion se terminait, une chose était claire, ce qui avait commencé comme un incident tragique s'était transformé en une leçon puissante sur la résilience, l'unité et le pouvoir de la compassion. La décision controversée du capitaine Rivaud avait peut-être changé des vies, et peut-être même, à sa manière, changé le monde. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident du vol FR015. L'affaire avait fait la une des journaux pendant des semaines, suscitant des débats passionnés sur le racisme, la sécurité aérienne et la responsabilité sociale. Mais aujourd'hui, dans une salle d'audience du Palais de justice de Paris, l'histoire allait prendre un tournant que personne n'aurait pu prévoir. Baptiste Lefort, l'homme qui avait terrorisé Élise Durand et les autres passagers, se tenait debout dans le box des accusés. Son visage était pâle, ses yeux cernés témoignaient de nuits sans sommeil. À la surprise générale, il avait plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge François Lemaire, un homme à la réputation d'intégrité inébranlable, prit la parole, Monsieur Lefort, avant de prononcer votre sentence, la Cour va entendre les déclarations des victimes. Madame Élise Durand, veuillez vous avancer. Un murmure parcourut l'assistance lorsqu'Élise, soutenue par sa fille Chloé, s'approcha de la barre. Son regard croisa celui de Baptiste, et contre toute attente, elle lui sourit doucement. Monsieur Lefort, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, pendant longtemps, j'ai eu peur de vous. Peur de ce que vous représentiez. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je vous pardonne. Un hoquet de surprise collectif résonna dans la salle. Baptiste Lefort lui-même semblait stupéfait. Élise poursuivit, ce jour-là, dans l'avion, vous m'avez montré le pire de l'humanité. Mais vous avez aussi, sans le vouloir, fait ressortir le meilleur chez les autres.
J'ai vu des gens de toute origine s'unir pour me défendre. Et cela m'a donné de l'espoir. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Depuis cet incident, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai réalisé que la haine ne peut être vaincue par plus de haine. Seul l'amour peut le faire. Baptiste Lefort, les larmes aux yeux, demanda la permission de parler. Le juge acquiesça. Madame Durand, dit-il d'une voix brisée, je ne mérite pas votre pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais aveuglé par la peur et l'ignorance. Mais vos paroles, votre courage, ils m'ont changé. Il se tourna vers le juge. Votre honneur, je suis prêt à accepter ma punition. Mais je voudrais demander quelque chose. Au lieu d'une simple peine de prison, je voudrais consacrer mon temps à travailler pour des associations luttant contre le racisme. Je veux utiliser mon expérience pour éduquer les autres, pour montrer où mène la haine. Le juge Lemaire, visiblement ému, se tourna vers l'avocat de la défense, Lucas Beaumont. Maître, quelle est votre position sur cette proposition? Beaumont se leva. Votre honneur, mes clients, Madame Durand et sa fille, ainsi que les autres passagers du vol, soutiennent cette idée. Nous pensons qu'une justice réparatrice serait plus bénéfique dans ce cas qu'une simple punition. Le procureur, Maître Sophie Renard, intervint, Votre honneur, bien que je comprenne le désir de clémence, nous ne pouvons pas ignorer la gravité des actes de Monsieur Lefort. Cependant. Elle hésita un instant. Cependant, je dois admettre que cette affaire est exceptionnelle. La transformation de l'accusé et le pardon des victimes sont remarquables. Je suis prête à envisager une peine alternative si des garanties solides sont mises en place. Le juge Lemaire hocha la tête, pensif. Cette affaire nous rappelle que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de rédemption et de guérison sociale. Monsieur Lefort, êtes-vous prêt à vous engager pleinement dans ce processus de réparation? Baptiste Lefort, les yeux brillants de larmes, acquiesça vigoureusement. Oui, votre honneur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer le mal que j'ai causé et pour lutter contre les préjugés qui m'ont conduit à agir ainsi. Le juge se tourna alors vers l'Assemblée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer avant que je ne rende mon jugement? À la surprise générale, le capitaine Antoine Rivaud se leva. Votre honneur, si vous me le permettez, j'aimerais dire quelques mots. Le juge acquiesça, et Rivaud s'avança. Ce qui s'est passé sur ce vol a changé beaucoup de vies, y compris la mienne. J'ai vu le pire et le meilleur de l'humanité en l'espace de quelques heures. Et je crois fermement que si nous avons pu surmonter cette épreuve ensemble dans les airs, nous pouvons aussi le faire ici, sur terre. Il se tourna vers Baptiste Lefort. Monsieur, vos actions étaient terribles, mais votre désir de changement est louable. Si la Cour le permet, je serai prêt à participer à votre réinsertion, peut-être en organisant des conférences ensemble sur la tolérance et le vivre ensemble dans le milieu aéronautique. Le juge Lemaire, visiblement impressionné par ces témoignages, prit quelques instants pour réfléchir. Puis il rendit son jugement. Baptiste Lefort, je vous condamne à 5 ans de travail d'intérêt général dans des associations luttant contre le racisme et promouvant le dialogue interculturel. Vous serez sous surveillance stricte et devrez suivre une thérapie. De plus, vous participerez à un programme de sensibilisation dans les écoles et les entreprises, en collaboration avec Madame Durand, si elle l'accepte, et le capitaine Rivaud. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous purgerez une peine de prison ferme. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Cette affaire nous rappelle que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de rédemption et de réconciliation. J'espère que cette décision permettra non seulement de réparer les torts causés, mais aussi de contribuer à construire une société plus tolérante et plus unie. Alors que la séance était levée, un sentiment étrange de catharsis envahit la salle. Élise Durand et Baptiste Lefort échangèrent un regard chargé d'émotion, symbole d'un nouveau départ non seulement pour eux, mais peut-être aussi pour la société tout entière. Cette reviravolta inattendue avait transformé une histoire de haine en une leçon d'espoir et de rédemption, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'humanité peut briller et transformer les cœurs.